Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les putschistes burkinabés ont signé mardi soir un accord prévoyant un retour dans leur caserne. Les tractations pour une fin de crise se poursuivent parallèlement. La CEDEAO envoie ce mercredi une délégation de chefs d'État à Ouagadougou. Négociations également pour un retour de la paix en Libye. Les deux parlements rivaux ont décidé de suspendre quelques jours les pourparlers. Causes et conséquences décryptées dans ce journal. Dynamisation de l'agriculture équato-guinéenne. Les autorités souhaitent faciliter l'acquisition de bétail et volailles aux éleveurs. En ce sens, une ferme de production animale a été mise en place à 3 km de Bata, la capitale. Le point sur la situation au Burkina Faso. Putschistes et forces loyalistes semblent être dans une logique d'apaisement. Le régiment de sécurité présidentielle a accepté d'être cantonné dans sa caserne de Namakoum, mais a refusé de déposer les armes ce mardi soir. Les loyalistes ont, eux, accepté de reculer de 50 km autour de la capitale Ouagadougou. Les hommes du putsch abandonneront aussi tous les postes de contrôle qu'ils détiennent en ville et devront faire l'inventaire de leurs armes avant 3 jours. Parallèlement, plusieurs chefs d'État de la CEDEAO sont attendus ce mercredi matin dans la capitale burkinabé pour une deuxième mission de médiation. On écoute les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Ce mercredi 23 septembre 2015 à Ouagadougou, les concertations entre les chefs militaires ont abouti à des engagements. Des engagements qui ont été signés dans la nuit du mardi au mercredi, des engagements qui ont été signés dans la nuit du mardi à mercredi sous l'égide du Mogo Naba, une autorité coutumière et morale très respectée au Burkina Faso. Il s'agit entre autres d'accepter le cantonnement des éléments du RSP au camp Naba Koum 2, de céder les postes de garde dans la ville de Ouagadougou, de faire reculer les troupes de 50 km au début du cantonnement et un délai de 72 heures minimum pour faire le point du matériel et aussi de garantir la sécurité du personnel et de leur famille. Il faut également noter l'arrivée d'une délégation de chefs d'État de la CEDEAO ce mercredi pour établir dans ses fonctions le président de la transition Michel Kafando, accord accepté par le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré. Dans une déclaration publiée mardi soir, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Djida, Premier ministre de la Transition, invitait ses frères d'armes du RSP à quitter, je cite, le mauvais chemin qu'ils ont pris et regagner les rangs du peuple. Les électeurs ivoiriens se rendront aux urnes le 25 octobre en vue de désigner leur prochain président. 10 candidats sont en lice, y compris le chef de l'État sortant Alassane Ouattara. Il fera face à 9 autres candidats de l'opposition qui dénoncent d'ores et déjà les conditions d'organisation du scrutin. On écoute à ce propos le sujet de Deo Gracias Okpodo. Du 9 au 23 octobre 2015, les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire seront officiellement en campagne pour séduire les indécis. Ils seront donc 10 candidats à ce scrutin très attendu dans le pays, dont le premier tour est fixé au 25 octobre 2015. Mais alors que du côté des autorités ivoiriennes, l'on rassure des bonnes conditions de préparation, certains candidats pour leur part remettent en cause la crédibilité du scrutin. La loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables. Celui qui est là a fini ses 6 ans et est dépassé. Et le président Ouattara, candidat, le maintient quand même, ce qui est totalement illégal. Le deuxième problème, c'est que la loi dit que la commission électorale doit être indépendante. Et le président Ouattara a refusé cette indépendance en y intégrant ses hommes et les partis politiques. Comment peut-on aller aux élections, être joueur sur le terrain et être à la tribune en même temps, tout en étant arbitre ? Mamadou Koulibaly et 3 autres de ses adversaires insistent sur la recomposition de la commission électorale, la révision de ses attributions et son mode de fonctionnement. Pour eux, il s'agit de rechercher la meilleure formule pour garantir un suffrage universel et un consensus allant dans le sens d'une égalité de chances de tous les candidats. Il s'agit non seulement de mettre en place des institutions fiables, mais également de mobiliser l'opposition tout entière pour obtenir une victoire au soir du 25 octobre. Les règles du jeu de la coalition, c'est de nous battre pour avoir les conditions des élections. Si on les a, on désigne un candidat. Si on ne les a pas, on ne va pas courir le risque de désigner une seule personne qui va se faire laminer. On ira peut-être à plusieurs et au second tour, on va se rassembler. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui
on le bat. Le débat actuel étant donc celui de la crédibilité du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. D'ici là, l'opposition maintient ses exigences. Elle réclame notamment un accès équitable aux médias de service public, un financement transparent et équitable des candidats ou encore la sécurité des électeurs. Négociations interlibyennes, un accord de sortie de crise pourrait être scellé après la fête musulmane de l'Aïd qui commence jeudi. Une entente officielle est en tout cas attendue avant le 30 septembre au plus tard. Les précisions d'Arwa Barkala. Les deux gouvernements libyens sur la voie d'un nouvel accord. Une page de l'histoire libyenne pourrait se tourner d'ici le 30 septembre 2015 avec la signature par les camps de Tripoli et de Tobrouk d'un projet de gouvernement d'union nationale en Libye. La finalisation du texte est prévue après les festivités de l'Aïd el-Kébir, prévues ce jeudi 24 septembre. À Skhirat au Maroc, le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Bernardino Leon, a déclaré le texte final de l'accord politique libyen en disant que le travail est déjà fini après au moins 4 versions d'accord sur le texte final depuis le début des négociations en 2014. Il a certes insisté que l'accord n'est pas parfait pour tous les Libyens, mais qui aura au moins satisfait en majorité les deux parties. Une fois les projets d'accord signés, les deux parties devront relever les nouveaux défis tels que le désarmement des milices. Objectif, parvenir à un consensus national pour la reconstruction et l'unité de la Libye. Le futur reste incertain pour la Libye, même après l'accord entre les factions libyennes. Vu la conjoncture interne dans laquelle la Libye se dirige, cet accord-là sera peut-être un espoir pour d'autres pays tels que le Yémen, l'Irak et la Syrie qui pourront prendre cet exemple libyen comme modèle dans la négociation de la paix et l'arrêt des hostilités. Reste le plus grand défi pour la Libye et le danger de l'État islamique, la présence des milices qui refusent de se désarmer et surtout comment reconstruire, ou plutôt construire à neuf une armée nationale qui aura l'aval de tous les Libyens, toute idéologie, groupes ethniques et tribaux confondus. À une plus grande échelle, la Libye pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre l'État islamique, dont l'Égypte et la Tunisie sont victimes depuis le début de l'année 2015. Avec la signature prochaine de l'accord unissant les deux factions, c'est l'espoir d'une stabilité de la région qui se dessine. La Guinée équatoriale s'est engagée à promouvoir le secteur de l'élevage dans son programme de diversification économique. Un chantier non négligeable puisqu'actuellement la croissance de ce secteur est quasiment nulle. Et afin d'y remédier, des mesures sont mises en place, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edoumassa Tsege. Le gouvernement équato-guinéen veut faire de l'élevage un secteur performant capable de satisfaire la demande nationale. Les activités d'élevage sont peu développées en Guinée équatoriale. En conséquence, 80% des produits alimentaires, à l'occurrence viande, poulet, poisson, entre autres, sont importés. La création de la ferme d'Alep, située à 3 km de Bata, s'inscrit dans le cadre du programme de la diversification économique. Celle-ci compte 4 espèces d'animaux, poulets, moutons, canards et porcs. Le but de cette ferme est de promouvoir le secteur de l'élevage à travers de la production de bétail et de volailles. C'est un projet de l'État qui a pour objectif d'élever les différentes espèces d'animaux que nous avons. Cette initiative permettra aux éleveurs d'obtenir une multitude d'espèces de bétail et de volailles. Actuellement, nous possédons 12 porcs, 17 moutons, 110 canards et 200 poules pondeuses. Malgré les efforts du gouvernement pour revitaliser le secteur de l'élevage, de nombreuses insuffisances persistent. Si la ferme disposait de ses propres moyens, le travail serait beaucoup mieux. Pour acheter l'alimentation, on sollicite d'abord un véhicule du ministère. Il nous est arrivé parfois d'alimenter les animaux avec du pain et des bananes. Et ceux-ci ne sont pas des aliments adéquats. Nous avons les mêmes difficultés pour l'acquisition des médicaments vétérinaires. En plus de la mise en service de la ferme, le gouvernement de la Guinée équatoriale a construit aussi 2 écoles de formation agricole. Objectif, former des ressources humaines de qualité dans le domaine agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.